À la une de l'actualité du dimanche, sur CAM 24, on annonce la tenue de la session budgétaire de l'Assemblée nationale à partir de la semaine prochaine. Les élus de la nation vont ainsi se retrouver au Palais des Verts de Ngouaikele pour examiner et adopter le budget de l'État du Cameroun pour le compte de l'exercice, pour le compte de l'année 2014. Et puis, catastrophe naturelle et la Philippine qui pleure ses milliers de morts. Après sont les victimes du typhon Haiyan, lequel typhon doté d'un front de 600 km a frappé les provinces orientales de Leyte et de Samar, avec des vents atteignant parfois la pointe de 300 km à l'heure. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de rester sur CAM 24. Bonsoir une fois de plus. On a donc dit en titre à l'Assemblée nationale, on annonce la tenue de la session budgétaire dès la semaine prochaine. Les élus vont ainsi se retrouver pour l'examen et l'adoption du budget de l'État du Cameroun pour le compte de l'année 2014. C'est en tout cas ce qu'on peut retenir de la clôture de la session de plein droit ouverte le 29 octobre 2013 dernier, laquelle session a vu l'élection du bureau de la Chambre basse du Parlement et surtout la remise des attributs aux députés de la nation. Aussi, la session de plein droit qui rentre ainsi dans l'histoire a permis au président de l'Auguste Chambre, Kavaye Djibril, reconduit au perchoir, de rendre un hommage aux législateurs camerounais qui aura permis une véritable percée féminine au sein de la Chambre basse du Parlement. Retour sur cette période, sur cette session de clôture avec Sadou Mamoudou et Serge Tetka. 56 au total, soit près du tiers des sièges à l'Assemblée nationale, c'est le nombre de femmes présentes à cette 9e législature. Cet événement, pour reprendre Djibril Kavaye, rappelle le temps d'une session, combien le respect des droits humains est un impératif aujourd'hui. Le président reconduit pour une 5e mandature exprime la satisfaction qui couronne les différents moments de cette session de plein droit, notamment la mise en place du bureau d'âge, la validation des mandats des élus de la nation, l'élection du bureau permanent, puis la remise des attributs. Satisfaction également à l'endroit du président du Sénat, du Premier ministre et de chacun des membres du gouvernement pour leur disponibilité et leur patience. Des qualités qui, selon Djibril Kavaye, ont facilité les travaux et ce par la pertinence de leurs explications. Le PAN réitère à ses compères qu'au moment même où le Cameroun est engagé dans la lutte contre la pauvreté et le combat pour le développement durable, les différents transferts de compétences et le processus de responsabilisation en cours des élus locaux pour la gestion des affaires publiques de proximité, pour une émergence assurée, les élus de la nation qu'ils sont doivent regarder dans la même direction pour le bien de l'intérêt supérieur de l'État. Et c'est à ce titre que le président de l'Assemblée nationale, Djibril Kavaye, convie ses pairs à la session budgétaire qui s'ouvre le lundi 11 novembre 2013. Parlons cette fois de la coopération entre le Cameroun et la Turquie et qui se vit au présent. L'histoire de cette coopération est en train de se renforcer depuis quelques jours. Elle est de plus en plus visible dans la région de l'extrême nord Cameroun. L'évocation est faite ici par Serge Tetka et Célestin Tabouli. La cérémonie de ce 9 novembre 2013 rappelle que le 22 mars dernier, une forte délégation d'hommes d'affaires turcs avec à leur tête l'ambassadeur de Turquie au Cameroun, Omer Farouk Dogan, a séjourné à Maroua dans l'extrême nord. Après avoir découvert que cette partie de Cameroun dispose des niches de croissance à développer et vu sa position charnière entre le vaste marché du Nigeria et celui du Tchad, dont elle partage d'ailleurs les mêmes frontières, les hommes d'affaires turcs décidèrent d'investir au Cameroun. Un forum économique fut alors annoncé, placé sous le thème « Potentialité et environnement dans la région de l'extrême nord ». Il s'éteint du 24 au 25 avril dernier. Il avait réussi le pari de la mobilisation des acteurs de l'économie, une trentaine d'hommes d'affaires turcs et une cinquantaine d'opérateurs économiques de la région de l'extrême nord ont échangé sur les potentialités que regorge cette partie du pays. Les hommes d'affaires turcs se montrèrent intéressés par plusieurs secteurs d'activité dont le cuir, le textile, l'hydraulique et l'énergie solaire. Les Turcs ont surtout manifesté un intérêt particulier pour le coton. En marge de ce forum économique, le jumelage de la ville de Maroua et la ville de Kayseri en Turquie. La convention de jumelage de ces deux villes a été signée le 23 avril par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Maroua et le maire de la ville métropolitaine de Kayseri en Turquie. L'accord de partenariat ainsi signé se présente comme le fruit du prolongement des rencontres entre le président camerounais Paul Biya et son homologue de la Turquie, Abdullah Gül.
L'une des retombées de ce jumelage est la construction à Maroua, dans les jours à venir, d'un hôpital gynéco-obstétrique de référence. Au chapitre des grands projets attendus, l'ouverture du pont aérien entre Maroua et Kayseri et l'ouverture dans les jours à venir d'un consulat honoraire de la Turquie, toujours à Maroua. Notons que l'extrême nord, peuplé d'environ 3 millions d'habitants, un Cameroun en miniature, affectueusement appelé la plus belle des régions, est conséquemment une véritable destination des Turcs. Bien, parlons toujours de cette coopération entre le Cameroun et la Turquie. Une vague d'investisseurs turcs est annoncée en terre camerounaise dans les tout prochains jours. Le vice-premier ministre de Turquie accompagnait 3 parlementaires et l'ambassadeur de la République de Turquie au Cameroun, Ömer Faruk Doğan, sont allés le dire au président de la République. Mais outre ce déplacement du côté du palais de l'Unité, le vice-premier ministre turc avait été reçu auparavant en audience par le président de l'Assemblée nationale, Kahve Djibril, avec qui il a échangé sur les liens de coopération entre les parlements des deux pays. Parlons cette fois de l'économie avec le bureau de mise à niveau des entreprises camerounaises qui prend son envol à Douala. La double cérémonie d'installation de son directeur et le lancement des activités du bureau ainsi que le programme d'appui à la compétitivité de l'économie camerounaise a été présidé cette semaine à Douala par Emmanuel Nganou Dumessi. Il est le ministre de l'économie en charge de la planification et de l'aménagement du territoire. Il était accompagné des représentants de la délégation de l'Union européenne ainsi que du représentant de l'ONUDI au Cameroun. Josué Ngongan et Donada Nozoa nous en disent plus. En nous inscrivant dans la progressivité. Créé par arrêté du Premier ministre chef du gouvernement en date du 16 décembre 2011, le bureau de mise à niveau des entreprises camerounaises dont le directeur a été installé ce 8 novembre à Douala s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de compétitivité. Doté d'une autonomie de gestion, le BMN est placé sous la tutelle du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Nous sommes dans une démarche de modernisation de l'outil de production pour que les entreprises camerounaises puissent produire en qualité et en quantité, que nous produisions par nos entreprises ce que nous consommons. Pour cela, il faut préparer les entreprises camerounaises à affronter la concurrence. C'est à cela que tiennent ces deux instruments, le bureau de mise à niveau et le PACAN. La décision du Premier ministre portant nomination d'un directeur à la tête du BMN assigne aussi une mission globale à cette institution, désormais chargée de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière d'appui à la mise à niveau et à la restructuration des entreprises industrielles au Cameroun. Mission globale et spécifique que devra implémenter Marie-Rose Chantal Mbédé, épouse Elombat, qui vient d'être installée officiellement dans ses fonctions de directeur du bureau de mise à niveau des entreprises camerounaises. Parlons cette fois de la lutte contre l'insécurité alimentaire avec la CEMAC et la CEDEAO qui ont décidé de faire front commun. Les experts agricoles de ces organismes sous-régionaux viennent de mûrir la réflexion sur la politique sémencière et les stratégies nécessaires pour promouvoir l'utilisation des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture en Afrique subsaharienne. Il faut dire que l'atelier de formation organisé par le PRASAC avec l'appui de la CEMAC et la FAO a été clôturé cette semaine à Douala. C'était en présence du ministre camerounais en charge de l'agriculture et du développement rural. Compte rendu de Nada Nouzoa, de Nadokmo. Le communiqué final de cet atelier ressort l'urgence de l'utilisation des semences de qualité afin d'augmenter durablement la production et la productivité agricole. On peut retenir 2 points focaux, notamment l'harmonisation des réglementations semencières qui faciliteront la libre circulation du matériel agricole dans les pays de la sous-région. Et de 2, la préservation des ressources phytogénétiques qui sont en fait le capital génétique du processus de production des semences. Comment faire pour capitaliser ce capital de ressources phytogénétiques, mettre des moyens pour mieux les conserver. Par qui? Par le secteur privé, par le secteur public ou conjointement secteur privé, secteur public pour arriver à améliorer la qualité de notre productivité, ce qui induit forcément la lutte contre la famine.
Selon les experts agricoles, la semence, en tant que chaîne de valeur, met en branle plusieurs facteurs allant des préférences du consommateur à la maîtrise des ventes des produits agricoles. En développant des politiques appropriées, des règlements, on intensifie la production, c'est-à-dire on produit plus parce que la demande aussi, elle est croissante, mais en produisant plus, on peut du moins stabiliser les prix et éviter l'inflation, limiter les importations de denrées alimentaires, parce que c'est aussi de ça qu'il est question. Donc, effectivement, je confirme que les politiques ont une influence sur les consommateurs. En clôturant les travaux de ces assises, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a relevé l'importance de la mise à jour des politiques agricoles. Comme vous savez, le chef de l'État a engagé le Cameroun vers une agriculture de seconde génération, c'est-à-dire une agriculture qui utilise des intrants de qualité, qui s'engage dans la mécanisation, qui s'engage vers la mise en place des chaînes de valeur pour que ce que nous produisons puisse rapporter plus de revenus à notre économie. Le protocole de 11 recommandations qui sanctionne l'atelier organisé par le PRASAC avec l'appui de la commission de la CEMAC et la FAO attend être adopté par le Conseil des ministres de l'Agriculture de la CEMAC qui siégera à Douala au cours de ce mois. Quel avenir pour le métier de génie rural? Le sujet a été abordé au cours des travaux de l'Ordre national des ingénieurs du génie rural qui se sont retrouvés cette semaine à Yaoundé. Les travaux avaient pris leur quartier à la salle de conférence de la Chambre d'agriculture de la capitale politique du pays. L'objectif principal ici était d'examiner, mais surtout ratifier les textes, notamment les textes réglementaires et le règlement intérieur de l'ordre, puis le code déontologique de ce corps de métier. Sur les enjeux mêmes et les grandes orientations de ce rendez-vous de la capitale politique du pays, Alexis Claude Amougo et Sadou Mamoudou. La tenue en ce jeudi 7 novembre 2013 de l'Assemblée générale de l'Ordre national des ingénieurs du génie rural en cette salle de la Chambre d'agriculture de la région du Centre ambitionne une restructuration de ce corps de métier. Vous savez, l'Ordre national des ingénieurs du génie rural n'est pas une entreprise qui va exécuter des travaux sur lesquels l'ordre est là pour veiller à ce que les ingénieurs qui opèrent sur le terrain travaillent dans le respect de l'éthique et des normes qui sont reconnues sur le plan national et international. Bien plus, le secteur rural étant ce pilier de soutènement névralgique de l'État dans la bataille de la sécurité alimentaire, les domaines économiques et culturels, le gouvernement camerounais, par le truchement du département ministériel en charge de l'agriculture et du développement rural, ne ménage aucun effort pour soutenir un domaine clé de la croissance et de l'emploi jeune. La jeunesse, les jeunes dont l'agriculture a besoin, et tous les autres secteurs non agricoles qui sont en milieu rural puissent bénéficier de cette infrastructure pour que les jeunes restent dans les villages, s'épanouissent dans les villages, pour que les zones rurales de notre pays soient des endroits où il fait bon vivre pour cette jeunesse qui a beaucoup apporté. Seulement voilà, cette politique gouvernementale se heurte douloureusement à des contraintes d'ordre économique, sociales et culturelles telles l'enclavement, la faiblesse des revenus des producteurs, la faible maîtrise de l'eau, source de vie pour une agriculture résolument inscrite sur la trajectoire d'une agriculture dite de seconde génération. Se faisant écho de l'impact de ces contraintes sur ces idéaux de paix et de stabilité sociale, les pouvoirs publics élaborent des stratégies pour le développement du secteur rural et la promotion de la mécanisation agricole. Puis le cadastre rural reste d'actualité pour un génie rural des plus viables. Parlons cette fois de la santé des reproductions avec l'allaitement maternel qui fait sa semaine depuis quelques jours. Et pendant cette période, il sera question de faire la promotion de l'allaitement maternel à travers le monde et singulièrement au Cameroun. Et cette pratique qui tend à disparaître des habitudes au profit de l'allaitement artificiel. Pourtant, reconnaissent les médecins ou alors les pédiatres, l'allaitement maternel a d'énormes vertus aussi bien pour l'enfant que la mère. Sechtek nous en dit plus. Au Cameroun, seules 2 mamans sur 5 allaitent encore leur bébé au sein.
C'est d'ailleurs ce qui justifie le fort taux de morbidité et de mortalité infantile. Le personnel de santé, le ministère de la Santé publique recommande aux mamans d'allaiter au sein dès la première heure de la naissance. Le bébé doit être nourri exclusivement au lait maternel jusqu'à l'âge de 6 mois. Rien d'autre ne doit être ajouté, même pas de l'eau. Car, faut-il le mentionner ici, le lait maternel est un aliment complet contenant assez d'eau et de nutriments suffisants pour une saine croissance de l'enfant. Ces anticorps protègent le nourrisson contre d'éventuelles infections, favorisent l'évacuation du méconium à la naissance. Sur le plan affectif, l'allaitement au sein renforce les liens entre la mère et son bébé. Chez la mère, il réduit le risque de cancer du sein et de l'ovaire. C'est également un contraceptif et il réduit les risques de prise de poids et d'obésité. Sur le plan social, l'allaitement maternel permet de faire des économies. Pour allaiter au sein, il faut respecter les règles d'hygiène élémentaires, car un décès sur 3 est attribué aux mauvaises pratiques d'allaitement maternel. Progressivement, la mère devra donc ajouter d'autres aliments réduits en liquide ou en bouillie enrichie pour faciliter la digestion du bébé. Bon à savoir, l'allaitement maternel doit se poursuivre jusqu'à 24 mois. Parlons toujours de cet allaitement maternel, et cette fois dans la région du sud du Cameroun, où les pères conseillers ont été entretenus sur la nécessité d'encourager les mères à allaiter leur bébé au sein et surtout d'amener l'entourage à soutenir la mère dans cette tâche. Et c'était au cours d'un atelier financé par l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF qui a réuni donc plus d'une centaine de pères conseillers de cette partie du pays au niveau de la délégation régionale. Reportage, Louis de Gonzaga à Kanchbanda, Clarisse Kondjok pour le récit. Au cours de l'atelier qui a pris les allures d'une leçon sur la reproduction humaine, l'on a appris que la région du Sud compte parmi les premières qui ont le taux d'allaitement au sein le plus bas. Une situation soutenue par le poids des mythes, les hérésies du modernisme et le manque d'une bonne information. En vue d'assurer une plus grande promotion de l'allaitement maternel, un travail en synergie s'impose entre le personnel de santé et les associations qui œuvrent dans le secteur sanitaire. La célébration de cette semaine de l'allaitement au lait maternel qui a pour thème « Soutenir l'allaitement aux côtés des mères » sera le lieu de dire à ces dernières que le lait maternel contient 100% de ce dont a besoin l'enfant. Ce sera également l'occasion pour celle-ci de savoir que le nouveau-né doit être mis au sein 30 minutes au plus après la naissance. Dans cette perspective, le décret portant restriction du commerce et de l'utilisation des substituts du lait maternel constitue une arme supplémentaire pour convaincre les mères d'adopter un allaitement exclusif au sein pour leur bébé. Parmi les facteurs à prendre en compte en vue d'une bonne production de lait et de la santé de l'enfant figurent entre autres l'alimentation, l'allaitement, mais aussi l'hygiène corporelle, l'état psychologique de la mère et la durée de la tétée. À l'étranger, dans cette édition d'information, on parle de la Philippine avec des milliers de morts après le passage du typhon Haiyan. Des scènes de pillage ont été également constatées après ce typhon d'une rare violence nucléaire. Pas d'accord à Genève sur le programme nucléaire iranien. Une nouvelle réunion est annoncée pour le 20 novembre 2013 prochain. Le résumé de l'actualité internationale, c'est avec la rédaction de C24. Les Philippines font le deuil après le passage du typhon Haiyan qui a fait plusieurs milliers de morts selon l'État. Des corps dépouillés par les survivants qui s'adonnent également au pillage. L'aide internationale est très attendue. 3 millions d'euros viennent d'être débloqués par l'Union européenne pour une aide d'urgence. Un rendez-vous à la place d'un accord, pas d'entente donc entre l'Iran et les superpuissances au sujet du nucléaire iranien. Ils vont se retrouver le 20 novembre prochain. Un certain optimisme était pourtant perceptible à Genève avant le volte-face de Téhéran qui déclare ne pas renoncer à ses droits nucléaires, de même qu'à l'enrichissement d'uranium. 4,5 milliards d'euros seront empruntés par l'État sur les marchés financiers pour soutenir le Crédit Lyonnais selon Bercy. C'est le remboursement des dettes contractées après la faillite de 1993 de cet établissement bancaire public. La saga Crédit Lyonnais prendra un coup de frein avec cet emprunt, ce qui n'est pas le cas avec le volet judiciaire. L'affaire Adidas et l'arbitrage partial ayant fait gagner à tapis un pactole de plus de 400 millions d'euros se poursuit toujours. Le Made in France, à nouveau dans les habitudes quotidiennes, résultat des courses, le salon qui lui est accordé est passé de 80 à 200 exposants cette année. Avec la crise, les Français seraient accros à la conso-action.
La torche olympique joue la star. Elle s'est offert un tour dans l'espace à 3 mois des Jeux de Sochi, un luxe que ne peuvent s'offrir les athlètes. Dans l'espace, les cosmonautes ont simulé le passage de la torche sans flamme à cause du manque d'oxygène. Voilà, c'était tout pour le paquet du dimanche. L'information est en continu sur Camus 24 et ce sera avec plaisir que nous vous retrouverons demain quand il sera 20h sur votre télé. D'ici là, bonsoir.